Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Qu'est-ce qu'on est bien en ce lundi. Et oui, qu'est-ce qu'on est bien. L'OM est seul deuxième du championnat après cette victoire de Monaco face à Lyon. L'OM est deuxième du championnat. Après une très large et belle victoire, c'était vendredi au stade Vélodrome, dans un stade, ma foi, vide et puis des supporters interdits de stade. On en parlera, ça sera l'humeur du jour. Et puis le gros débat, ça sera autour de Rudy Garcia. Oui, Rudy, peut-on encore lui reprocher quelque chose? On en parlera. Et puis, fin d'émission, le petit débat consacré à Thauvin, l'homme qui va bientôt valoir 100 millions d'euros peut-être. Voilà. Autour de ce plateau avec moi aujourd'hui, c'est simple, c'est le Big Four. Le Big Four a été reformé. Voilà, ça faisait longtemps, hein, messieurs. Geoffrey Paulet est avec nous. Ça y est, de retour, ouais. Avec plaisir. Le sang, comme on dit. Le sang de la veine, le sang de l'artère, comme tu veux. Je voudrais juste passer un petit coucou à Zao que j'ai rencontré vendredi avant le match. Là, ouais. J'avais dit que je ferais un petit coucou quand je fais l'émission, donc voilà, Zao, je t'ai fait un petit coucou. Petit coucou, Zao. Bien, bonne rencontre. Très olympienne. Bien. À côté de toi, il est là, il est de retour. Ouais. Nicolas Fiol est avec nous. C'est tout. Juste un petit Je me réserve pour lui. C'est vrai. Et à côté de toi, Mourad Hertz. Voilà, Mourad Hertz, pardon. Voilà, c'est mieux. Mourad Hertz est avec nous arriver. également. Il est chaud et pourtant c'est pas lui qui va faire l'humeur du jour. Eh non. C'est pas moi non plus. C'est Nico qui va s'y coller et il est de mauvaise humeur, Nicolas, aujourd'hui. Ça se voit d'ailleurs. Je suis pas content. Non, il n'est pas content. Allez, c'est l'humeur du jour, c'est maintenant. Alors, mon humeur, ma mauvaise humeur, ça concerne le match de vendredi. Pas le match en lui-même, c'est l'état des tribunes. C'est quoi ce stade à moitié vide? Et les mecs, ils ont été prévenus la veille. Donc en fait, mon coup de gueule, ma mauvaise humeur, c'est par rapport à la LFP. La LFP, donc on a bien compris, là depuis peut-être 2 ans, c'est la chasse aux ultras. Donc avec les arrêtés préfectoraux, on interdit les déplacements, excusez-moi. Mais c'est surtout là, on interdit la veille. Là, c'est-à-dire que c'est à 23 h, la veille, que la LFP a annoncé que 3 groupes marseillais n'avaient pas le droit de se rendre au stade. Donc là, ça part complètement à volo. Même Pierre Ménès, qui est quand même pas connu pour défendre les ultras, l'a dit. Il a dit c'est pas possible que ça s'organise comme ça, donc il va falloir changer quelque chose. Interroger en conférence de presse, Frédéric Hans a quand même dit que c'est vraiment de l'incompétence. Moi je suis d'accord avec ça, c'est de l'incompétence. Maintenant à un moment donné, il va falloir faire un choix, rassembler tout le monde et discuter de comment on peut organiser le football avec les déplacements des supporters, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le match c'était un match sympa avec 9 buts, un 7-6-3 pour l'OM, et avec un stade à moitié vide, c'est du gâchis. C'est du gâchis dans un tel stade, il aurait pu y avoir une super ambiance. Enfin, l'OM déroule et non, elle a été privée de 3 groupes de supporters importants. Donc là, c'est plus possible. Il y en a marre de la LFP, il y en a marre de tous ces choix. On se cache derrière la sécurité. C'est des faux prétextes, c'est surtout de l'incompétence. Alors Geoffrey, toi, tu étais concerné par ça. Ouais, parce que la veille, tu m'envoies un petit texto, comptez pas sur moi. La veille, non, la journée. Le vendredi matin, je me suis levé. On a tous appris que le soir, tu ne peux pas monter au stade. Donc, tu te retrouves à moins de 24 heures du match, prévenu que tu es interdit encore de voir le match face à Metz. Enfin, pour moi, c'est un scandale. Voilà, tu prends un abonnement. Il y a eu quelques craquages de fumigène. Après, il ne faut pas déconner, ça fait partie de la culture ultra. J'aimerais bien un jour qu'on me donne le nombre d'accidents qu'il y a eu par rapport au craquage. Voilà, juste sortir un truc. Il faut arrêter de mettre la faute sur ça. Les gens, ils vont au stade. Moi, quand j'étais petit, c'est ça qui m'a fait rêver dans les virages. Enfin, je veux dire, un jour, voilà, ma place, elle sera là. Je veux partager comme ça. Et au final, on nous interdit d'année en année. Ouais, comme il disait un peu Nico, c'est une interdiction que des fois, elle n'a pas trop de sens. Et je pense que c'est plus éradiquer le phénomène ultra en France. Et depuis maintenant de nombreux mois, de nombreuses saisons, on voit petit à petit, on a moins le droit de se déplacer, voire plus du tout dans les gros matchs. On nous laisse les arènes, des trucs comme ça où c'est un peu moins bouillant, mais bon, tous les matchs où on a besoin de vivre la passion, où voilà, tu te sens vraiment ultra, on est interdit. Les grosses ambiances, quoi. Les grosses ambiances dans les gros matchs à l'extérieur, c'est ça aussi que les supporters aiment vivre en fait. Quand tu vas à Geoffroy Guichard, quand tu vas être allé à l'époque à Gerland, des trucs, tu vis des matchs où tu vis ta passion de l'OM, tu la vis différemment, tu arrives à un parquage, tu sais, c'est bouillant, voilà, et t'aimes ça, le monde ultra, quoi. Et là, on nous interdit ça, maintenant on commence à nous interdire aussi à la maison de plus en plus.
Moi, pour moi, c'est un scandale. Et ce qui s'est passé là, c'est un scandale d'être prévenu à moins de 24 heures. J'ai vu des mecs qui étaient devant le stade, des papis, des trucs comme ça. Parce qu'il ne faut pas croire, en virage, il n'y a pas non plus que des jeunes, il n'y a pas que ça. On n'est pas tous. D'ailleurs, on le voit à la fancam, il y a plein de gens qui s'arrêtent aussi après les matchs pour nous parler. On vous invite, venez débriefer le match avec nous après les matchs au Vélodrome. C'est sur le parvis du Vélodrome que ça se passe, mais il y a des supporters qui viennent de Rennes, de Lille, de Paris. On en voit à chaque match, Mourad. C'est vrai que c'est un sujet, c'est aussi en fait, c'est parce que je peux pas. Donc Geoffrey, il va en tribune, etc. Lui, il peut raconter ce qui se passe en virage. Moi, maintenant, je m'intéresse plus, depuis que je suis devenu journaliste, je m'intéresse plus à l'économie du foot, etc. Et même là, mais c'est d'une connerie crasse, c'est vraiment con de faire ça. Parce que les mecs, ils pensent que Neymar, il va venir à l'Olympique de Marseille, qui vont attirer des gens, qui vont attirer des investisseurs, qui vont attirer Amazon et Facebook pour augmenter les droits télé avec des tribunes vides. Ils n'ont pas compris que le principal actif d'un club comme l'Olympique de Marseille, d'un club comme Saint-Etienne, ce sont leurs tribunes. Ils n'ont pas compris ça. Ils ferment ça, ils offrent un spectacle pitoyable parce que c'est triste, tu vois, même là si le spectacle il était beau en tribune, moi si je suis un spectateur allemand, je vais pas me dire je vais me dire ouais, bah de but j'en vois en Bundesliga et bah là il y a rien en tribune en plus, il y a pas ce surplus en plus. Il faut comprendre que les tribunes c'est quelque chose d'important. La Ligue, ils n'arrêtent pas de nous parler de protéger les investisseurs parce que clairement les fans de foot et les supporters de foot, ils en ont rien à battre. Mais là, en faisant ça, ils pénalisent les supporters et ils pénalisent les investisseurs. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir que ça change. Et ces fameux investisseurs, il va falloir qu'ils prennent position. Tu ne peux pas rester là en disant à Marseille, à Bordeaux, là il y a eu beaucoup de problèmes ce week-end. Et on n'entend pas les présidents, on n'entend pas les décideurs de ces clubs-là. Et à un moment, il va falloir prendre position, il va falloir arrêter de se planquer parce que voilà, c'est un scandale. Et même, c'est même pas un scandale, c'est parce que c'est un scandale au niveau des droits civiques. Il faut arrêter de dire on est en France, quoi. T'as le droit de faire certaines choses. Là, t'as même pas le droit de mettre un drapeau. Non, t'as pas le droit. Ah non, c'est dangereux. Là, l'arrêté préfectoral pour Saint-Etienne, ils ont quand même dit que les supporters marseillais avaient créé un climat dangereux parce qu'ils avaient mis une banderole en soutien à un supporter. C'est vrai que moi, la dernière fois, quand Nico il était malade, je lui ai dit rétablis-toi bien. Il m'a dit on va en procès, quoi. Il m'a dit tu m'as agressé direct. Non, mais les mecs, arrêtez un petit peu. Franchement, c'est un scandale après, et c'est grave. L'hypocrisie qu'il y a, c'est que là, ces 3 groupes de supporters, ils étaient suspendus pour des questions de fumigène. Mais tous les clubs, même la Ligue, ils communiquent avec des belles photos de fumigène. Il faut arrêter de se la gueule du monde. En plus. Et pourtant, tu as finalement assisté au match. Ouais, bien sûr, non, mais tu vois, c'est. Moi, le matin, je reçois ça, mais forcément, voilà, tout ton groupe de collègues et tout, avec qui on va au Fanatic ou enfin, toujours au Fanatic. Moi, j'ai l'abonnement Yankee, mais c'est vrai que j'ai au Fanatic parce que je me retrouve plus là-dedans. Et au fur et à mesure des années, voilà, j'avais un attachement par rapport au Yankee. Maintenant, je suis désolé, mais il n'y a plus qu'au Fanatic où j'ai l'impression de vraiment participer à ce que j'aime au monde d'ultra, d'exprimer ma passion. Moi, je considère toujours ça. C'est comme une copine en fait. T'as une copine, des fois tu l'embrasses et tout, mais t'as envie de plus avec l'OM. Et j'ai l'impression, au Fanatic, je fais l'amour. Voilà, mais non, mais tu rentres dans une bulle que t'adhères ou t'adhères pas, mais pendant 90 minutes t'es là. Et moi, quand les Fanatics ils ont sorti le communiqué dans l'après-midi qu'on a reçu, c'est bon, on a tous appelé, je suis parti, on y est allé quoi, au stade. Et j'étais en Ghané, j'étais en tribune bloc P et on a chanté et j'étais heureux d'être là. Ouais. Heureux d'être là parce qu'on a contourné quand même. Fin de match, donc gros rassemblement de la tribune, fin du virage Ils avaient marre de faire des smacks en virage nord. Alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu significatif du virage nord que l'ambiance est compliquée un peu à partir et on voit que les Fanatics sont en train de prendre énormément et beaucoup de monde commence se retrouve dans cette façon d'exprimer son amour pour l'OM. Et du coup, il y a les MTP, c'est vrai, qui sont descendus à la fin du match. Donc, est-ce que c'était parce que le fait qu'ils ne chantaient pas dans leur groupe, qu'ils ne chantaient pas et qu'ils sont descendus, ou le fait qu'ils se sont ralliés un peu aux Fanatics pour protester par rapport à la Ligue? Je pense que c'est un peu des deux. Et franchement, ça fait une très belle communion. Et je pense que OMS, ça a été un des matchs les plus bouillants. On est peut-être 400 en Ghané, mais c'était chaud, c'était vraiment bouillant et voilà, tout le monde a adoré et c'est comme ça qu'on aime l'OM. Et peu importe si la LFP continue à faire, on trouvera toujours des subterfuges et je pense pas qu'on fasse du mal en faisant ça. Et je pense que tout le monde s'est régalé dans le Vélodrome à avoir des Fanatics encore bouillants et toujours là, quoi. Allez messieurs, on arrête là sur l'humeur.
Rien à rajouter? Si, peut-être juste aussi que dire qu'il y a eu ce mouvement des fanatiques et qu'à Bordeaux aussi, les supporters ont refusé d'être interdits de déplacement et que c'est des initiatives à saluer et que personnellement je supporte et que je suis pas un supporter, je ne peux pas me revendiquer comme un supporter carté en virage, etc. Mais en tant que journaliste, s'il y a la moindre, si je peux aider ce mouvement-là, ce sera avec plaisir, donc ils n'hésitent pas à nous contacter. Je voudrais juste terminer, oui. Ben, juste une dernière chose. Je veux juste te dire que dans ces groupes de supporters au virage nord, au virage sud, dans tous les groupes d'ultra, il n'y a pas que des mauvais mecs. C'est pas, je ne sais pas la LFP pour qu'ils nous prennent, les préfets de police, fais tout ce que tu veux, les préfectures, compagnie. Il n'y a pas que des mauvais mecs, c'est des mecs qui vivent une passion, on vit une passion, on va au stade parce qu'on adore ça, on va au stade pour chanter. Nous, c'est l'OM, que ça coule dans le sang, ça le coulera toujours. On exprime notre passion par les ultras. Pour moi, les ultras, c'est un mode de vie. Voilà, il y en a qui vont exprimer, ils vont faire des graffitis quelque part, il y en a qui vont faire de la danse. Les ultras, c'est pas de la bagarre, quoi. Mais les ultras, c'est pas des hooligans, c'est ni hooligans, ni chercher en permanence la merde quoi. Les hooligans, voilà, ça reste en Angleterre, il y en a eu forcément un peu en France et compagnie, mais beaucoup moins chez nous. Nous, on est ultra, c'est pas synonyme hooligan, ultra, c'est chanter, ultra, c'est être au stade, ultra, c'est exprimer sa passion, point. Il faut arrêter avec de mettre les trucs fumigènes et que des mauvais mecs, c'est bon, ils sont torse nu. C'est comme ça, parce qu'on exprime comme ça. Allez messieurs, on s'arrête là, parce que c'était même pas un petit débat, ça c'était que l'humeur. Et sinon, on n'aura plus rien à dire sur le gros débat qui nous attend tout de suite. Rudy Garcia, et oui, peut-on encore lui reprocher quoi que ce soit? On en parle maintenant. Alors messieurs, une victoire de l'OM, 6-3. Et oui, 6-3 du spectacle, des buts. Et donc, peut-on encore reprocher quelque chose à Rudy Garcia et non pas Rudy? Et non pas Rudy, ce bon vieux Rudy. On peut plus l'appeler Rudy maintenant. Non mais il faut comprendre que c'est une blague. Rudy, c'est une blague. Ça reste Rudy pour nous. C'est comme c'est Rudy, c'est la culture reggae, etc. Rude Boy, on sait très bien qu'il s'appelle Rudy, hein, parce qu'il y a un mec sur YouTube qui nous dit souvent mais vous êtes con quoi, vous comprenez pas qu'il s'appelle Rudy et pas Rudy. L'OM est deuxième du championnat. Seul deuxième, 3 points d'avance sur Lyon, 1 ou 2 sur Monaco, je ne me rappelle plus. 1 sur Monaco. Et puis surtout, donc les résultats, on voit que c'est en nette amélioration depuis des semaines. Alors, si on parle des 6 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul par exemple. C'est mieux que Paris, c'est mieux que Monaco, c'est mieux que tout le monde. Ah non, Paris a pris… 15 points pour Paris. Paris a pris 1 point de moins, mais a marqué 2 buts de plus. Voilà. Ce qui change aussi depuis plusieurs semaines, c'est le jeu. Parce qu'on était critique par rapport à Rudy là-dessus, quoi. Et là aussi, on voit des buts. Alors, sur les 6 derniers matchs, Marseille a marqué combien? 18 buts. C'est quand même pas mal. C'est très bien, mais là, c'est vrai que Rudy Garcia, bon, je pense qu'on a été un peu sévère aussi. À juste titre, c'est ce que j'allais dire, bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui prennent un peu plus de confiance, donc qui apportent énormément. Thauvin, c'est vraiment devenu un pilier et il le confirme. Et là, il y a la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Et il a encore répondu présent ce week-end. Enfin, c'est des mecs comme ça. Et je pense à Bounassar, je pense à Sakai, je pense à Rami. Tu penses direct à Bounassar? Bounassar, je pense que c'est significatif de Rudy Garcia, de FR Rudy Garcia, parce que il a fait un choix en début de saison de le mettre là. Le mec, il confirme, il a jamais joué. En fait, tu vois, Bounassar, il confirme. Quand le mec, il est là à chaque match, il continue à répondre présent. Mais tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Le Anguissa qui peut être avec Sanson. En fait, il a réussi à mettre un groupe homogène. Tu vois qu'il y a un collectif qui est vraiment là. On n'a peut-être pas forcément les meilleurs joueurs de Ligue 1, mais ça répond présent. Je ne pense pas que tu puisses faire un truc aussi énorme en Ligue des Champions l'année prochaine si on y va. Il faudra changer quelques trucs. Mais avec des joueurs qui ne sont pas forcément les plus forts, comparé à l'effectif de Monaco, voilà, je trouve l'effectif de Monaco est quand même supérieur à l'OM. Il faut dire ce qu'il est, individuellement. Mais il y a ce collectif-là, on voit que ça prend. Il y a Germain qui commence à marquer. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que tu arrives à avoir du jeu, tu arrives à avoir des buts et tu arrives à gagner, quoi. Rudy, le jeu, c'est ça, le spectacle, son jeu un petit peu pas laborieux, mais oui, c'était pas top en fait sur la première partie du championnat. Et puis ça va de mieux en mieux. Et puis voilà, on voit du spectacle maintenant. On a vu du spectacle vendredi soir et puis sur les matchs d'avant aussi, Nico. C'est une réussite, une vraie réussite d'avoir fait progresser cette équipe-là. C'est difficile de dire le contraire. Effectivement, c'est une réussite. Après, je pense que ça s'est fait en plusieurs temps. Déjà, il a fallu assimiler les recrues. Logique.
Il a trouvé un système de jeu plus équilibré avec une défense plus solide. Ça était la première chose qu'il a mis en place. Là, on voit bien que la charnière Rolando-Rami, c'est solide. En l'absence d'Amavi, ça a réussi à s'affirmer, comme tu disais, même si je pense que quand Amavi va revenir, ça arrive à sauter. Oui, ça, je pense aussi. Et après, maintenant, le plus qu'on a depuis pas longtemps, c'est que offensivement, ok, il y a Thauvin qui flambe, mais ça fait un bon petit moment que ça dure. Mais Sanson est constant. Il fait des passes, il marque. Il a 7 buts, Sanson. On a trouvé l'attaquant avec les 3 qu'on a qui n'arrivait pas, Germain, en train de s'affirmer. 6 buts, 3 passes. Côté gauche, il peut faire tourner. Ocampos, il est toujours un peu brouillon offensivement, mais il équilibre l'équipe. Et Payet, ça va mieux aussi. Payet, c'est pas flamboyant, on attend plus de Payet. Mais les gars, vous parlez que de performances individuelles, vous dites parce que... Non mais attends, j'ai pas eu le temps de conclure. C'est normal que tu coupes la parole. Petit 1, petit 2. Non mais c'est normal, je fais toute l'évolution. Ouais, et du coup, par contre, l'émission fait pas 2h30. Non mais offensivement, ça va beaucoup mieux. Et pour moi, le point central, c'est que mentalement, il y a un vrai groupe, et donc effectivement, collectivement, c'est hyper costaud, et que les mecs, ils lâchent rien. On voit bien, même la passe de Payet pour Mitroglou, tout le groupe qui vient, on sent que c'est solide, ça joue ensemble et ça veut gagner ensemble. Donc oui, il a réussi à constituer un vrai groupe. Le fond de jeu de l'OM, c'est ça que tu reprochais. En fait, ce que je reprochais. Ce que tu reprochais aussi, on va ressortir les bandes. Tu disais, on se fait chier avec Rudy Garcia. Non, en fait, ce que je reprochais beaucoup à l'OM de Rudy Garcia, oui, mais complètement. Mais parce que, en fait, ce que tu as dit sur Rudy Garcia. ce qui était chiant en première partie de saison, c'est que tu marquais un but et tu fermais. Et après, il se passait plus rien. Donc des fois, on se faisait rattraper, donc après, on revenait. En fait, on n'avait pas d'ambition sur 90 minutes. On avait l'ambition de marquer, de fermer le jeu. Donc là, ce qui a changé à Rennes et sur ce match-là, Metz, donc ça fait quand même 2 matchs en un mois, c'est que tu marques un but et tu t'arrêtes pas de jouer. C'est ça, moi ça me faisait, parce que je me faisais vraiment chier, tu marquais un but, tu t'arrêtais de jouer. On disait c'est des gestionnaires. C'est des gestionnaires. Et après c'est pas non plus... C'est une transformation, Nico l'a dit, il a d'abord trouvé une défense, donc peut-être aussi que c'est ça, peut-être que la raison, c'était qu'à la base, il fallait d'abord se rassurer, et que maintenant que tu es bien rassuré, tu peux peut-être ne pas t'arrêter de jouer une fois que tu as marqué un but. Regarde, est-ce qu'on ne le voit pas aussi un petit peu vendredi 2-0 ? L'OM commence à attendre un petit peu, et puis par contre, dès qu'il faut aller au bout des actions, sur les contres et tout, tu vois, c'est un peu une forme de gestion aussi, sauf que tu as la réussite, tu es en confiance. Après tu vas sur moins frileuse. Oui. C'est aussi un peu circonstanciel parce que tu avais Frédéric Hans. D'ailleurs, on n'a pas tout compris. Adil Rami, il a poussé un coup de gueule en fin de match et il a dit il a dit son terrain, pas son terrain. On n'a pas trop compris. Mais bon, apparemment, Frédéric Hans, il avait chambré les Marseillais. Et il a dit il n'est pas venu pour gagner, il est venu que pour attaquer. Mais n'empêche que c'est bien parce que comme Frédéric Hans avait été venu avec l'idée d'attaquer en masse, on a souvent eu des contres foudroyant un petit peu, et ça c'était bien parce que c'était aussi une des choses que je reprochais à Rudy Garcia en première partie de saison, c'est qu'on savait jouer que d'une seule manière, avoir le ballon, faire tourner et puis marquer un but et puis après fermer et essayer de faire tourner dans notre camp. Donc là on a fait un truc différent, il a su s'adapter et il a dit d'ailleurs en après-match, il a dit aussi je savais qu'ils allaient essayer de venir nous presser haut et tout, donc on a contré ça. Donc c'est clair que dans le jeu, il y a du mieux, mais j'oublie pas quand même qu'au mois de janvier, on a quand même eu 3 ou 4 matchs où on a fait 0 tir en première période. Et donc il y a du mieux. On est rassuré, au niveau des résultats c'est toujours excellent. Le seul truc que je reprochais à Rudy jusqu'ici c'était le jeu, donc si le jeu ça va mieux, on va part. C'est vrai que c'est ce qu'on reprochait, le jeu, la passion autour de tout, même plus largement du projet, tout ça, ça a du mal à prendre. Toi aujourd'hui tu prends vraiment du plaisir quand tu vois l'Olympique de Marseille jouer ? Là, sur les 2 derniers matchs, on va dire au Vélodrome, contre Monaco et contre Metz, ça a été pas mal. Il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Après, voilà, j'attends confirmation. Là, il y a la Ligue Europa qui va arriver. On va voir ce qu'on va faire contre Braga aussi, parce que moi, Rudy Garcia, il est bien gentil, mais j'ai envie de la jouer. Enfin, c'est là qu'il te disait, on a le match contre Paris, donc on va envoyer le CFA ou je sais pas quoi. Après, la question, elle va forcément se poser. Parce que je sais qu'il y a l'effectif, il est limité. Même moi, je suis en train de changer d'avis sur la question, parce que tu vois, t'es deuxième. Après, c'est pas le débat, mais t'es deuxième, t'as un match le jeudi, tu joues Paris 3 jours après. Mais après, je trouve qu'il y a l'évolution même au niveau des joueurs. Le problème, c'est là, les joueurs disent maintenant on a l'habitude de jouer tous les 3 jours. On peut enchaîner. Donc même dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils ont passé un palier à se dire on peut enchaîner les matchs. Et ça va être important pour pouvoir jouer cette compétition. Et juste sur le plaisir, on revient sur la notion de plaisir de devoir jouer. Oui, parce que tu vois des buts, tu vois des actions offensives, t'as un Thauvin qui marche sur l'eau en ce moment, t'as un Germain qui commence à marquer, t'as un Payet, bon des fois il fait des bons matchs, des fois il en fait d'autres, mais quand il faut lâcher
des caviars, il arrive à les lâcher. Participe de plus en Puis plus. on arrive à s'identifier à certains joueurs. Gustavo. Voilà, c'est ça. Aussi, et là, on commence à retrouver quand même un peu au Vélodrome une identité sur le terrain. Que voilà, tu vas au Vélodrome avec un peu plus d'enthousiasme, c'est plein de trucs comme ça qui sont révélateurs que l'équipe joue mieux quand même. Mais il faut confirmer, et là moi je reviens encore à la Ligue Europa, j'ai pas envie de voir un match de merde où on va pas jouer, tout comme ça. L'Europe c'est important, même si ça allait à la Ligue Europa, moi contre Braga j'ai pas envie de me faire taper, j'ai pas envie de se faire encore taper là-bas, il faut qu'on ait un nom en Europe, voilà, qu'on redevienne un peu en Europe, et ça commence par des petits matchs comme ça, et après on verra l'évolution sur le projet. Alors, si on veut être mesquin, on peut dire aussi que le calendrier de l'Olympique de Marseille était un peu favorable en ce mois de C'est pas être mesquin, c'est une réalité. Et non, parce que bon, il faut pas non plus que ça, tu vois, il y a eu des belles choses de réaliser, donc ça peut, on peut pas balayer ça. Là, mais tu as vu ce qui arrive. Si on regarde le calendrier, donc on a joué Rennes, Strasbourg, Caen, Monaco et Metz. Il y a 4 équipes quand même qui étaient. Après, il faut toujours les gagner ces matchs-là. Voilà, exactement. Il faut les gagner, il faut mettre la manière, tout ça. Mais est-ce que c'est pas maintenant aussi qu'on va voir, on va voir où se situe l'OM avec l'enchaînement des matchs et puis peut-être des gros matchs à venir. Oui, parce que là, il y a un match de Coupe de France qui est abordable où il va faire tourner. C'est là où il va faire tourner d'ailleurs. Après, Saint-Etienne qui a beaucoup recruté et plutôt intelligemment et qui se relance. On va jouer Lyon, on va jouer Bordeaux, on va jouer Paris. On va jouer Nantes. Et puis si on a joué des petites équipes maintenant, ça veut dire que les grosses, on va les jouer après. Mais en fait, on va avoir un mois de février très difficile et après en mars, on va se dire à nouveau « Ah, mais on a un calendrier favorable, etc. » Donc calendrier, pas calendrier. Ce qui est important, c'est que les matchs, il faut les gagner. Et il y a des… moi, ce que je reprochais aussi à Rudy Garcia, c'était que contre les petites équipes, on se faisait aussi chier et qu'on ne les écrasait pas. Là, on a écrasé Metz, même si à la fin, on prend ses 3 buts, etc., ça fait un peu chier. Mais grosso modo, déjà, si on arrive à écraser ces équipes-là, c'est déjà très bien. Après, les gros matchs, il y a toujours ce truc des gros matchs, contre Monaco, on passe pas loin, contre Paris, on passe pas loin. On va voir, mais de dire que ce qu'il a fait là, réduire ça et de dire que ça vaut pas grand-chose parce que c'est des petites équipes, je suis pas d'accord. C'est quand même significatif d'un progrès. Sa plus grande réussite à Garcia, c'est d'avoir su créer ce groupe. Vraiment, vous pensez, ce groupe, on entend toujours, c'est un groupe qui vit bien et tout, mais là, pour une fois, on sent vraiment que on le voit sur le terrain. C'est pas de la com ça. Il y a un groupe à l'Olympique de Marseille qui est uni, soudé, qui. C'est ça. Et puis on le voit sur la passe de Payet et Mitroglou, qu'il y a tout le groupe derrière qui va le féliciter. Enfin, on voit même que voilà, ils veulent continuer à être sur cette dynamique, à bien jouer, à gagner. Enfin voilà, on voit qu'ils ont un peu la dalle quoi. Donc ce qui manquait un peu sur ce début de saison où c'était un peu voilà. Et puis le match de Monaco, tu prends 6 buts là-bas. Tu vois quand même une évolution énorme sur toute la saison. Voilà, c'est ça. Tu vas, quand ils sont venus au Vélodrome, t'attendais une victoire quand même. T'étais pas là à te dire on va faire un nul. Non, t'attendais une victoire. C'est ça sa plus grande force à Garcia, selon toi aussi, d'avoir su créer ce groupe. Ouais, puis il a créé une équipe, comme on dit tout à l'heure, mais le groupe dans la mentalité, mais aussi les remplaçants. Et vu qu'il fait un petit peu tourner, il y a plein de joueurs concernés. Et donc ils se sentent investis par le projet. Ça, c'est la grande réussite de Garcia. Alors, on lui reprochait quoi d'autre à Garcia? Sa coupe de cheveux, non? Ça, c'est mesquin, ça. Tu vois, par exemple, on avait dit pas le physique. Là, on lui reprochait quoi de se je vais te le dire. Plaindre comme ça. Voilà. Ça brûle. Garcia, une conférence de presse, communication. Alors, communication. On s'en a combattu plus facilement. Est-ce que là, on peut encore lui reprocher quelque chose? Parce que c'est ça le truc. On ne peut plus rien lui reprocher à Garcia. Non, mais plus grand chose. Et tant mieux. Qu'on soit clair. Tant mieux. Nous, on n'a pas envie de reprocher quoi que ce soit. On est. Non mais en conférence de presse, on se fait toujours un peu chier, c'est toujours un peu « Bonjour Rudy ». Oui, bah bonjour, je sais pas, c'est un jour qui est comme un jour et puis peut-être que ce sera un bon, peut-être que ce sera un mauvais jour. Bon, on sait toujours un peu de la langue de bois, mais c'est pas grave. Moi, ce qui était important, c'était ce qu'il faisait sur le terrain et ce qu'il faisait avec l'équipe. Les conférences de presse, ça n'intéresse personne à part le microcosme des journalistes, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais quand les résultats sont pas là et que de la conférence de presse elle est chiante, ça fait beaucoup. Alors que là, on s'en fout. Les supporters aussi, en fait, on avait marre des justifications. En fait, ce qui est embêtant, il y a ces justifications et puis il y a ce truc d'identification aussi, parce que quand tu allais voir une conférence de presse d'Éric Guéretz, par exemple, pour pas toujours citer Bielsa, tu te disais, t'adorais ce mec, il était énorme en conférence de presse, il se faisait rire, il était marseillais, je sais pas. En fait, il partage pas.
En fait, on a l'impression qu'il ne partage pas, il ne communique pas avec. Il vit avec son groupe. C'est ça. Il est avec son groupe et il communique à la presse. Il y avait un très bon portrait dans Libération de Grégory Schneider, de Rudy Garcia, qui disait qu'il est à équidistance entre les joueurs et les dirigeants. Donc, parce que tu as des entraîneurs comme Bielsa qui sont à fond avec leurs joueurs, tu en as d'autres qui sont très proches de leurs dirigeants. Lui, il est entre les deux. Donc, il est vraiment dans le truc de gérer le groupe, d'obtenir des résultats, tout ça. Et voilà, ça se sent en conférence de presse. En conférence de presse, il est là pour ne rien dire parce qu'il pense aussi aux dirigeants, il pense au groupe, donc il faut protéger les joueurs. Tu protèges le projet, tu dis rien et puis tu avances, tu mènes ta barque. Donc c'est sûr que c'est pas l'amour fou avec Rudy Garcia, mais si sur le terrain ça va et si les résultats ça va, au final ce sera un très bon choix pour débuter le projet. Au final on s'en fout. Ouais, voilà. Si sur le terrain, non mais c'est vrai, si sur le terrain ça joue bien et que ça gagne, les conférences de presse c'est pas très important. Mais t'avais pas envie de voir des matchs comme on disait au début, qu'on sentait que ça allait se passer comme ça, où t'allais gagner peut-être 1-0 contre Metz même. Alors messieurs, comme ça, qu'on avait peur de ça au final. Messieurs, pour conclure ce gros débat, il y avait une dernière chose qu'on lui reprochait à Rudy Garcia et qu'on peut plus lui reprocher peut-être. C'était quoi? Le mercato, t'as une marotte. Mercato. Ah ouais, toi tu le sais, mais parce que c'est toi qui a fait le programme. Ouais, je posais la question à Geoffrey. On fait un quiz en fait. Ouais, c'est ça, sérieux, j'ai l'impression que je suis en interrogatoire. L'émission se transforme en quiz. C'est une garde à vue alors. Alors, excusez-moi. Monsieur, dites-nous tout. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Vous étiez où? Je sais pas. Non, le mercato, c'est vrai qu'on se disait, Garcia il a la main mise sur le mercato. Il nous recrute des joueurs qui ont le profil franco-français dans son réseau, etc. Nous, on voulait voir autre chose aussi. Vous voulez voir de la pépite argentine? On voulait voir de la pépite, nous, de la pépitette argentine. Donc, du coup, le mercato, il ne s'est rien passé. Non. On ne peut plus le reprocher. Non. On le sentait. Mais après, voilà, Rudy Garcia, il faut savoir que là, il est bien gentil. Bon, on gagne, ça joue bien et tout. Tu arrives avec comme on en parlait tout à l'heure, les matchs un peu plus compliqués vont arriver derrière. Là, on va voir comment ça va répondre un peu derrière. On l'a mis dans le programme, ça, Mourad. L'effectif qu'il va avoir, pour moi, je trouve un peu le banc un peu limité quand même en profondeur de banc. T'as pas recruté. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait à Héros d'hiver. Je sais pas ce que c'est les blessés. Ouais, à mon avis. Thauvin, tu le perds. Compliqué. Enfin, tu sais, une blessure, ça arrive vite, tu sais pas trop. En fait, ce point-là, on le verra cet été. Aujourd'hui, cet été, ils seront obligés de répondre. Le seul point en fait, d'interrogation, c'est par rapport à cette gestion c'est surtout, du mercato. Est-ce que c'est lui qui va encore avoir la main mise avec des choix qui n'ont pas toujours été judicieux et surtout il a été critiqué pour les Grigori Sartic, les Patrice Evra, les Panic Boy, Mitroglou, Abdenour. Maintenant, là, il n'a pas recruté, tant mieux, on a envie de dire. Comme tu dis, c'est cet été où on verra si on change de catégorie. Mais la Ligue des Champions, ça va jouer. Mais par rapport à ce mercato, je vais encore me répéter. Il y a un truc qu'on oublie parce qu'on se met le feu, parce que d'un seul coup, on apprend que l'UEFA, il y a des discussions entre l'OM et l'UEFA pour dépenser. On n'a pas un budget illimité. Recruter au mercato d'hiver, tu recrutes souvent des joueurs de merde. Lyon et Monaco, ils n'ont pas recruté, justement, ils ne se sont pas vraiment renforcés cet hiver. Même s'ils ont pris des joueurs, mais pour cet été, etc. Donc, ce n'est pas un mercato facile et on n'a pas une manne financière qui est infinie. Donc, il va aller peut-être pas. Moi, je sais qu'on a une manne financière qui est réduite. Donc, je préfère qu'on la dépense bien et je pense que tu la dépenses bien en été. Mieux qu'en hiver, donc plutôt que de recruter personne, c'était peut-être mieux de ne pas le faire. Et pour terminer, quand même, Rudy Garcia, lui, il est blessé, il sait ce que c'est parce qu'il en a parlé plusieurs fois en conférence de presse en disant, en lançant un petit message, en disant ouais, mais si on a des blessés. Donc là-dessus, c'était peut-être pas tout à fait sur la même ligne avec Héros. C'est peut-être pas lui qui a décidé de ne pas recruter. Ouais. Du coup, aujourd'hui, si on fait un petit bilan, Rudy Garcia, pouce vers le haut ou... Ouais, pouce vers le haut, bah oui. On est obligé de se dire aujourd'hui... Moi, le pouce est comme ça. Attends, non, tu peux pas être sceptique aujourd'hui. Non, je suis pas sceptique. Je vois le jeu et tout. Mais j'attends. Pour le moment, on est qu'en janvier, on verra la fin de saison.
verra combien on est à la fin de saison. Voilà. Si on est deuxième, mais bravo Garcia, je serai le premier à le dire. Tu seras quatrième. Au pire des cas, dans le pire des cas, tu es Je quatrième. suis dégoûté, je suis C'est quatrième. les objectifs du club. Ah, il faut arrêter avec ça. À un moment, il faut assumer que tu as envie d'être deuxième. Non, mais en plus, là, entre l'ambition et l'objectif, hein, c'est le jeu. L'objectif, c'est quatrième et l'ambition, c'est sur le podium. Là, si tu finis pas la saison sur le podium, ça sera décevant. Alors, on peut pas se cacher. Clairement, on l'a peut-être défoncé trop vite, Rudy Garcia, et donc on va peut-être pas l'enflammer trop vite. Bien sûr, bien sûr. Donc pour le moment, ça continue. On peut aussi dire aujourd'hui, le travail qui est accompli. Oui, la progression, on la voit. On va lui mettre en termes de résultats, en termes de jeu. Suffisamment critique pour lui mettre aujourd'hui mettre un pouce comme ça parce qu'il a réussi à monter une équipe qui tourne pour l'instant. Après, on ne sait pas où ça va aller, mais pour l'instant, c'est bien et le travail il est bien fait. Il y a de moins en moins de choses à lui reprocher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un encouragement. Voilà, il a les encouragements. Et on passe à la dernière partie de cette émission. Allez, go. Allez, encouragement, Rudy. C'est le petit débat maintenant. Alors messieurs, petit débat, on va faire de la science-fiction. Et c'est ça qu'on aime dans le foot. C'est du mercato-fiction. Du mercato-fiction. Il y a un joueur qui flambe aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. C'est qui? C'est Titovan. Bounassa. Bounassa, oui, je le répète, il est en train de flamber le petit. Le Clinton Angie. Comparé à Thauvin, c'est rien, mais je pense que tu parles de. C'est la nouvelle idole de Geoffrey Bounassa. Oui. Il a des posters de lui dans sa chambre. J'ai tellement critiqué, mais le mec il est tellement revenu fort et on a tellement tapé sur ce mec qu'on a fait du bashing Bounassa. Mais moi, attends, il y a une blague qui va arriver. Non, mais est-ce que c'est vraiment très fort Bounassa? J'ai l'impression que c'est devenu. Non, je suis content de. Que ce qu'il t'avait montré sur les matchs l'année dernière et tout. Tu t'attendais pas à ça et le mec il est latéral, franchement, moi j'aime bien ce genre de mec derrière quoi. Latéral quoi. Alors c'est pas de Bounassa qu'on parle, désolé, mais on parle de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui marche sur l'eau, 13 buts, 10 passes décisives, un triplé ce week-end. Un monstre. Et en ce moment vraiment c'est l'homme plus que fort de l'Olympique de Marseille. Il régale tout le monde, les supporters. Est-ce qu'il est intransférable, Florian Thauvin? Si demain, donc science-fiction, voilà, ça y est, on y est. Mais bon, science-fiction, peut-être que ça va arriver. Mercato-fiction dans 6 mois. Mercato-fiction. Cet été, un club débarque et pose 100 millions d'euros sur la table. Tu vends pas? J'ai réfléchi quand même à 2 fois et puis le jour où tu arrives à vendre un joueur à 100 millions de l'OM, déjà il faudra sortir une bouteille de champagne. Mais non, mais c'est pour ça que Thauvin, après voilà, je pense pas qu'il vale encore 100 millions parce qu'il faut encore confirmer derrière. 71,6 selon l'Observatoire du football. Moi, j'aurais plus si tu termines la saison à 20 buts et 15 passes décisives, c'est possible. Si tu es un peu malin en mercato et compagnie, tu peux le faire tirer un peu à 100 millions. Après, je pense que Thauvin, tu as besoin d'un mec comme ça pour construire une équipe sur la longue durée. Si tu vas en Ligue des Champions et tout, si tu perds Thauvin, c'est compliqué de retrouver encore un autre joueur qui aime autant l'OM, qui se donne autant pour ce club, qui a tout fait pour revenir. En fait, Thauvin, c'est pour ça, c'est pas seulement le terrain, parce que le terrain, c'est un monstre et il prouve à tout le monde que voilà, le mec, il éclate son talent. Tu savais que Thauvin, il avait ce petit truc, mais il a eu du mal à le mettre en place. Et là, il est en train d'exploser depuis la saison dernière. Et c'est magnifique quand tu vois Thauvin. Je crois que ce que tu voulais dire, c'était que Thauvin, il aime l'OM et que par conséquent, c'est donc le son. Le sang, pas le sang. C'est le sang. Moi aussi, j'essaye de faire James. Non, mais au-delà de ça, je pense que Thauvin, ce qu'il a envie, c'est vraiment de retrouver l'Europe avec l'OM, de faire un truc en Europe. Et après, il y a 100 millions de clubs qui sont sur la table. Je ne fais pas partie du staff marseillais. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Il y a 100 millions, forcément, tu réfléchis à 2 fois. Ouais, mais ça veut dire quoi? Tu vends ou tu vends pas? Moi, j'ai pas envie de le voir partir en Ligue des Champions. J'ai envie de le voir en Ligue des Champions avec l'OM l'année prochaine. Donc tu vends pas. 100 millions, tu vends pas. Tu vois, c'est compliqué. Ça dépend qui derrière. Voilà. Pareil, mais j'ai pas envie de le vendre. Tu vends ou tu vends pas? Je vends pas. 100 millions? Non. Tu vends pas? Si t'as la Ligue des Champions, non. Parce que pour l'instant, par rapport au budget alloué au transfert, a priori, il reste 80 millions d'euros. Si la Ligue des Champions, ils montrent qu'ils arrivent à rentrer de l'argent, effectivement, s'ils veulent être ambitieux et la Ligue des Champions peut faire un 0 pointé, il faut que tu gardes tes meilleurs éléments. Et comme tu dis, des joueurs qui aiment l'OM et qui ont envie de rester à l'OM, surtout si la Ligue des Champions, Thauvin, il en fait partie. Ça serait dommage de le vendre tout de suite, sachant que peut-être tu le vendras à 120 millions l'année d'après. Est-ce qu'on pourra monter une grosse équipe sans une vente de Thauvin aussi, tu vois? Le cas Didier Drogba, quand on a vendu Drogba, après on a la meilleure équipe de l'OM sur ces 20 dernières années, on a cartonné, on a terminé combien, 4e cette année-là je crois. C'était bien avec Lizarazu, Eduardo Costa, Pedretti qui se casse l'année d'après à Lyon.
Peu de petite bite. Louis Ndoula. Louis Ndoula avec cette punchline, la punchline de Christophe Boucher. On t'oubliera jamais, Christophe, pour celle-là. Pourquoi aller prendre Samuel Eto'o quand on peut avoir Louis Ndoula? Bah oui. Là, c'était. Donc forcément, quand on a de l'argent, on sait bien qu'on le dépense bien. Ça, c'est une certitude. Je te dis pas. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu récupères. D'accord. Tu peux donner des conseils à Héros pour investir dans les crypto-monnaies. 100 millions d'euros, tu te dis pas, bon, je peux avoir un attaquant de haut niveau plus 3 autres joueurs de très haut niveau. Aujourd'hui, t'as quoi avec 100 millions de très haut niveau, on parle? Je peux pas te répondre, j'ai Google qui m'appelle. Tu vois? Donc je vais devoir écourter cette émission d'ici 5 minutes. Donc les gars, d'accord, je veux bien qu'on refuse 100 millions, mais c'est aussi ça qui peut te permettre aussi de franchir un cap dans ce projet pour avoir un grand attaquant, pour avoir peut-être 2-3 autres joueurs de très haut niveau. Parce que 100 millions, plus les 80, plus la Ligue des Champions, ça fait quand même de l'argent à dépenser massivement pour construire une équipe de très haut niveau. Mais en fait, c'est toi qui as récupéré l'édition de Football Manager de Vincent Labrune. Ouais, j'adore. C'est ça. Parce que moi, je suis déjà en train de faire des compos, les gars. Parce que j'ai mon stylo, je mets je mets Suarez en pointe, je mets, tu vois. Parce que c'est non, ça, c'est complètement Football Manager. C'est n'importe 100 millions plus 80 millions et puis tu rajoutes 20 millions parce que tu vends les Bielsa mobiles et puis après ça te fait 40 € en plus. Tu vends ça 20 millions d'euros à l'extérieur. C'est pas comme ça le foot. Mais même si par exemple imaginons que tu vends Thauvin et qu'après… D'accord. Imagine… Attends, laisse-moi finir. Ouais. Imaginons que tu es en contact avec un grand attaquant et que le mec il se dit putain c'est pas mal quand même, ils ont pris Gustavo, il y a des joueurs d'expérience, Rami, tout ça et puis Thauvin là il flambe et puis tu vends Thauvin et le mec dit en fait est-ce que leur projet il est pas en bois et que le mec que tu aurais pu avoir finalement t'envoie un mauvais signe aussi si tu vends Thauvin. T'envoies le signe que tu peux pas garder tes meilleurs éléments et c'est aussi un signe important dans un projet. C'est pas que acheter parce que le mercato c'est vraiment un truc de merde dans ce sens où tout le monde se dit il faut acheter plus, acheter toi, plus. Il y a je sais pas quel club qui arrive qui pose 100 millions, tu vends pas, c'est ça? Ah, tu vois, tu sais pas répondre en fait. Moi je dis non. Non, moi aussi, je dis non, je vends pas. Moi je dis non parce que si tu vas en Ligue des Champions, il faut repartir avec cette équipe, il faut repartir avec tes meilleurs joueurs qui jouent cette année et que ça soit construit avec eux. Et sans eux, ça va être encore différent. Tu vas repartir encore avec des joueurs. Tu as déjà son remplaçant dans l'effectif. Ouais, mais là, tu es sur un projet. Donc, de quoi? Tu as déjà son remplaçant dans l'effectif. Bounassa. Oui, d'accord. Bounassa. Tu peux avoir un remplaçant de Thauvin qui sera performant en Ligue des Champions, mais tu ne peux pas t'enlever et profiter de ta deuxième place, si on y arrive, d'aller en Ligue des Champions et d'enlever Thauvin. Non, parce que tu sais plus où t'en es, derrière. Non, il faut construire encore, et voilà, le mercato, c'est eux, sur leur projet, petit à petit, là, ils parlaient de 5 cette année, ça va se construire comme ça. Imagine, tu fais une belle campagne en Europa League et tu as l'impression de revivre le cauchemar de Drogba, quoi. Non mais c'est vrai. Non mais après allez messieurs, on va devoir conclure, désolé, cette émission doit s'arrêter. Même tu le vends pas si l'an prochain il se blesse ou si l'an prochain il est moins bien, tu peux même pas savoir, c'est ça, c'est pour ça que déjà tu commences à dégraisser tous ces joueurs là qui jouent jamais, t'enlèves un peu des trucs, ça te permet déjà d'avoir un bon salaire pour payer quelqu'un et voilà, petit à petit tu fais une équipe. Tu as de l'argent encore normalement. Voilà, normalement tu as un peu d'argent quand même. Allez, merci messieurs, on s'arrête là, on va devoir dire au revoir à tout le monde, chacun va dire au revoir à quelqu'un d'ailleurs. Au revoir messieurs dames. Non, c'est gênant ou pas? C'est un peu gênant. Maman. Maman. Salut maman, si tu regardes, si tu n'as pas compris comment faire de YouTube. Coucou maman aussi. Ouais. Allez, merci à tous. Continuez à nous suivre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à cette chaîne si cette émission vous plaît. Sinon, critiquez, dites ce que vous voulez, mettez des pouces à l'endroit, à l'envers. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau débat foot Marseille. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.